Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 16 décembre et depuis hier, des salariés d'Orange Caraïbes en Martinique, Guyane et Guadeloupe observent un mouvement de grève. L'intersyndicale dénonce notamment des suppressions d'emplois mais aussi des postes non remplacés. Un mouvement qui a néanmoins très peu d'impact pour les clients en Guadeloupe. Les précisions de Patrick Curie. Une dizaine de salariés d'Orange Caraïbes est mobilisée depuis hier à l'appel de l'intersyndicale. Seul concerné, le pôle téléphonie et Internet. Parmi leurs revendications, le non-remplacement des départs et la régularisation des sous-positionnés. On constate que tous les opérateurs de télécom aujourd'hui ont lancé une véritable opération de déclin de l'emploi dans la Caraïbe. Et Orange dans la Caraïbe, n'échappe pas à la règle. Et on constate que les chiffres sont là, ils sont têtus. Chaque année, nous perdons en moyenne 50 salariés. Aujourd'hui, les chiffres de l'emploi sont effrayants. Et sous couvert de concurrence, nous constatons que la souffrance au travail commence à arriver dans tous les services. Nous sommes devant un bâtiment où il y a un certain nombre d'activités qui sont réalisées, notamment les activités téléphoniques. Aujourd'hui, la quasi-totalité des postes sont occupés par des jeunes, des alternants, des contrats d'apprentissage, des contrats pro. Nous ne sommes pas contre, nous sommes pour l'embauche, pour la formation. Mais on constate qu'après avoir utilisé ces jeunes successivement sur différents contrats pour les former, la quasi-totalité de ces jeunes ne sont pas embauchés. De son côté, la direction d'Orange Caraïbes Guadeloupe se dit ouverte aux négociations. Par ailleurs, elle tient à rassurer les clients qu'aucune gêne ne sera occasionnée. Cette intersyndicale nous a fait parvenir une plateforme il y a maintenant une petite semaine, puisque c'était jeudi dernier. 3 jours de négociations ont été menés avec cette intersyndicale. Il y avait 7 points qui étaient présentés. La direction, pendant ces négociations de 3 jours, a répondu à l'ensemble des 7 points, sauf un sur lequel les organisations syndicales devaient revenir vers nous. Il concernait justement ce qu'ils ont dénommé comme étant la souffrance au travail de certains collaborateurs. Et on leur a demandé de nous donner les services où il y avait ce ressenti, pour que ce soit traité. Donc nous restons tout à fait ouverts à la possibilité de continuer à négocier et à dialoguer avec cette intersyndicale. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Ce que je tiens juste à préciser, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement, et rassurer nos clients, ce mouvement n'a pas d'impact sur les relations et le service que nous devons de rendre à nos clients. Une grève suivie aussi en Martinique et en Guyane. Les revendications ne sont forcément pas les mêmes. Le seul point commun pour les salariés des 3 régions sont les conditions de travail. On va parler maintenant de nouvelles technologies avec les jouets connectés qui auront encore cette année une bonne place sous le sapin à 9 jours de Noël. Quelles sont les tendances pour les plus grands mais aussi pour les plus petits? Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. S'il y a bien une tendance qui ne faiblit pas en cette période de Noël, c'est bien le numérique. Cette année encore, sous le sapin, nos bambins retrouveront des jouets high-tech. Les enseignes spécialisées constatent d'ailleurs que les clients profitent notamment de cette période propice à l'achat. La nouvelle technologie ne peut pas être en perte aujourd'hui par rapport à l'année dernière, puisqu'il y a toujours une nouvelle technologie, comme son nom l'indique. C'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir grossir les ventes, de pouvoir améliorer le quotidien de chacun. On entend parler de domotique aujourd'hui, on entend parler de tablettes numériques de plus en plus rapides, et ça permet essentiellement à améliorer le quotidien de chacun, tout simplement. Ce qui est intéressant également, c'est de voir à quel point la jeunesse d'aujourd'hui est de plus en plus jeune, s'adapte à la nouvelle technologie et en fait, c'est parfaitement l'utiliser et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un jeune de 3-4 ans peut utiliser quelque chose des fois bien mieux que ses propres parents. Et c'est eux, la nouvelle génération, qui nous emmènent à pouvoir utiliser de la nouvelle technologie. Même constat dans cette enseigne spécialisée en jouets où les ventes de jouets numériques explosent. Au niveau des tablettes, il y a pas mal de ventes parce que les enfants, ils sont à l'image des parents, comme si un outil d'actualité. Donc les enfants aiment beaucoup tout ce qui est tablette, tout ce qui est jeux électroniques et même comparativement aux ordinateurs qui sont en perte de vitesse, vraiment les tablettes sont en train de faire un boom. L'avantage de ces produits-là, mis à part leur nouveauté, c'est-à-dire qu'ils ont un côté éducatif. Donc les parents sont beaucoup axés maintenant sur l'éducatif. Donc la tablette et l'éducatif en même temps, donc ça fait un bon compromis.
Les tablettes numériques, les montres connectées ou autres drones ont donc toujours la cote. La nouvelle technologie demeure l'un des produits phares en cette fin d'année qui plaît toujours autant aux enfants, familiarisés avec ces outils dès le plus jeune âge et qui séduit également les grands enfants à 10 jours de Noël. Information pratique, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Plusieurs communes sont concernées depuis ce matin. À Pointe-à-Pitre, en raison d'un incident technique, les zones de Chemin-Neuf, Massabielle, Morne-Jolivière, Morne-la-Loge et Raphaël-Cipolin sont privées d'eau. Retour à la normale annoncé en fin d'après-midi. Toujours à Pointe-à-Pitre, des travaux sur le réseau ont lieu sur le cours Zamiaï à Chemin-Neuf. La distribution de l'eau potable est interrompue jusqu'en fin d'après-midi. Aux Abîmes, incident technique également depuis ce matin 8h à Besson, Chauvel et Morne-Jolivière. Là aussi, retour à la normale en fin d'après-midi. Et puis à Morne-à-l'Eau, la distribution de l'eau potable est interrompue dans le bourg. À Jabrin, l'Espérance et Richeval, tout devrait rentrer dans l'ordre en début de soirée. Un mot de santé avec les spécialistes du CHU de Pointe-à-Pitre qui ont présenté ce matin les conclusions du programme Interreg 4 VIH. Depuis plusieurs années, ce projet a eu pour objectif de réduire l'impact de l'infection au VIH-Sida dans les 3 départements français d'Amérique ainsi que dans la Caraïbe. La Caraïbe qui, on le rappelle, est la 2e région la plus touchée par l'épidémie après l'Afrique subsaharienne. Ce programme Interreg qui nous amène justement à parler de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Dans quelques jours, la Chine bénéficiera d'une ligne régulière pour se rendre à la Havane. Cuba, justement, où Amnesty International dénonce une vague d'arrestations arbitraires. Et puis il sera question également de football avec la CONCACAF. Voici la Minute Caraïbe. Cuba, Air China arrive. À partir du 27 décembre prochain, Air China proposera une liaison régulière 3 fois par semaine entre Pékin et la Havane via Montréal. Le nouveau service sera le premier du genre entre la Chine et Cuba et représente un geste concret délivré par la compagnie aérienne chinoise d'étendre sa présence dans les régions centrales et d'Amérique du Sud. Au cours de ces dernières années, les relations économiques et commerciales entre la Chine et Cuba sont devenues de plus en plus étroites. Cette nouvelle offre aérienne ne sera pas seulement une simple liaison aérienne entre ces 2 pays, mais représente davantage le renforcement des liens économiques, commerciaux et de coopération culturelle entre ces 2 pays, donnant un nouvel élan au tourisme de Cuba en particulier. Cuba, Amnesty International dénonce. Cuba, toujours où les militants des droits de l'homme courent un risque accru de détention ou de harcèlement par les autorités cubaines, selon Amnesty International, qui dénonce une vague de 1500 arrestations arbitraires en un peu plus d'1 mois. Mercredi dernier, la police de la capitale a décidé de restreindre le mouvement des membres des Dames en Blanc alors qu'elle préparait les manifestations du lendemain. En novembre 2015, au moins 1477 arrestations politiques ont été recensées, soit le total mensuel le plus élevé depuis de nombreuses années selon la Commission cubaine pour les droits de l'homme et la réconciliation nationale. Les Dames en Blanc et leurs partisans ont organisé des marches régulières dans la capitale cubaine pendant plus de 30 semaines consécutives pour appeler à la libération des prisonniers politiques et à la protection des droits humains à Cuba. Ces manifestations pacifiques ont été interdites mercredi dernier avec un motif arbitraire et une forte pression sur l'organisation. L'Union patriotique pro-démocratie de Cuba a également signalé des détentions de masse de ses membres à travers le pays ces derniers mois. Dans le but de limiter les manifestations, les militants arrêtés sont conduits dans des régions éloignées où ils sont détenus jusqu'à 30 heures. Les militants cubains des droits de l'homme informent que cette année a été marquée non seulement par un nombre élevé d'arrestations, mais aussi par l'augmentation de la violence des autorités de l'État envers les dissidents et les militants politiques pacifiques. Île Caïman, CONCACAF, alors que le tiers de ses présidents a été limogé en un peu plus de 3 ans en raison de présomption de corruption, la CONCACAF a renoncé à l'idée de nommer un chef de file à sa tête. La Confédération panaméricaine de football a annoncé la mise en place de mesures de gouvernance interne jusqu'à la tenue de son congrès prévu l'année prochaine. La CONCACAF a déclaré que le comité a voté à l'unanimité son refus de nommer un successeur suite à l'arrestation d'Alfredo Awitt à Zurich jeudi dernier, le dernier président régional à être poursuivi pour corruption internationale dans le scandale de la FIFA. Alfredo Awitt avait remplacé Jeffrey Webb cette année en tant que président de la CONCACAF après qu'il eût été arrêté à Zurich. Jeffrey Webb, qui plaide coupable pour ses infractions pour racket et s'est démêlé avec les affaires
de corruption en cours avait remplacé Jack Warner. Ce dernier a été évincé de son poste à la suite d'allégations de corruption interne à la FIFA. Jack Warner a depuis été mis en examen dans la même enquête. Il est à Trinidad où une demande d'extradition a été diligentée à son encontre. Retour en Guadeloupe, la Guadeloupe qui va vivre au son du gospel jusqu'à la fin de la semaine. La programmation du Gospel Carokera Festival était présentée ce matin à Petit-Bourg, la ville qui accueillera d'ailleurs plusieurs affiches, notamment Vanessa Williams ou encore Anita Wilson qui est la marraine de cette 3e édition. Plusieurs concerts vous attendent jusqu'à samedi. Bonjour Peggy Nanette. Bonjour. Vous êtes l'organisateur donc de ce festival de gospel. Quelle est l'ambition justement de ce festival ? Le Gospel en Carokera Festival veut en quelque part démocratiser la gospel music dans l'île. C'est vrai qu'on a commencé un travail il y a quelques temps autour de cette esthétique musicale. On a souhaité en 2012 créer maintenant un vrai rendez-vous dans le calendrier culturel de l'île grâce à ce Gospel en Carokera Festival. Donc là, on espère tout simplement créer un espèce de pont entre les artistes américains et les artistes aussi caribéens pour créer un espèce de foisonnement de culture autour de la gospel music. Justement, vous le disiez, donc il y a des artistes internationaux, mais aussi des artistes locaux. Absolument, et on y tient vraiment, puisque l'idée pour nous n'est pas de simplement créer un événement, si je peux le dire un peu ainsi, consommer de l'artiste américain. Non, l'idée c'est vraiment de valoriser l'ensemble de ces artistes. D'ailleurs, tous ces artistes américains collaborent obligatoirement avec les valeurs locales, puisque le but, voilà, c'est de nous mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose de bien, et on a des chanteurs de valeur aussi, on a des musiciens de valeur. Donc c'est ça aussi le but du Gospel en Carokera Festival. On va en parler dans quelques secondes justement de cette programmation, mais avant, est-ce qu'il y a des différences par rapport aux précédentes éditions, puisqu'on en a la 3e édition ? Oui, en fait, ça y est, le festival il commence à grandir, à grossir, puisqu'on a des rendez-vous qui sont proposés cette fois durant toute la semaine. On veut que ça soit un rendez-vous de concert, mais pas que, des rendez-vous pédagogiques aussi, des rencontres. On est quand même autour d'un projet culturel, donc c'est important que le projet se développe sur l'ensemble de la semaine avec des formes différentes autour de la gospel music. Ça avait commencé la semaine dernière avec justement un concours de chant. Oui, effectivement. Cette année, ça fait partie des particularités, puisque en 2012, le festival a pris naissance sur le territoire de Petit-Bourg. Cette année, la ville de Lamentin nous a rejoints dans l'organisation de ce festival. Et donc samedi, effectivement, le Carokera Gospel Challenge. C'était la 2e édition de ce concours, puisqu'il arrive en 2013 dans le cadre de l'organisation. On a eu une belle finale avec les jeunes. C'est aussi pour nous un moyen de valoriser les jeunes talents, les jeunes qui sont passionnés de gospel, mais qui n'ont pas forcément de scène ouverte ou de rendez-vous pour pouvoir valoriser ce talent. Donc oui, ça a bien commencé samedi. On a eu un très beau concert avec Gene Carpenter aussi le dimanche à Lamentin. Et on a encore de nombreux temps forts qui sont à suivre. Justement, quels sont ces temps forts pour les prochains jours ? Dès aujourd'hui, déjà, à Lamentin, on va pouvoir retrouver à 15h Jonathan Dubos, qui est un très grand guitariste du milieu gospel, mais aussi de la scène urbaine, qui va pouvoir avoir un moment d'échange avec le public. C'est ouvert au public. Parallèlement, à 15h aussi, on aura Bonita White, qui est une historienne de la musique gospel, qui va nous expliquer comment a pris naissance le mouvement gospel et comment est arrivée cette musique. Et ça va se passer à l'Office du tourisme de la ville de Petit-Bourg. Et puis sinon, à partir de demain, nous aurons au Palais des Sports Laura Flessel une série de concerts. Jeudi soir à 20h, le groupe Formi, qui est un groupe local d'origine dominicaine, à 20h. C'est aussi gratuit. Jonathan Dubos est musicien en nous. Donc là, ça va être assez extraordinaire, c'est le premier concert musical du festival où on va revisiter le répertoire gospel avec des rythmes caribéens, ça va être assez original. Et puis samedi soir, c'est le seul rendez-vous payant finalement du festival au Palais des Sports à 20h, grand concert avec Anita Wilson, Vanessa Renee Williams, Dale Edbury et puis les chorales Gospel Sokulma Square et Radical Gospel Singers. Et toutes ces informations, on peut les retrouver sur le site internet. Sur le site internet www.gospelencarokera-festival.com et puis sur les réseaux sociaux, bien entendu. Alors, je profite juste de votre présence, puisque vous êtes aussi le directeur de la Blue Melody School. Vous organisez une opération aussi pour Noël. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et ça, c'est vraiment très important, puisque ça fait 5 ans maintenant qu'on organise cette opération Un sourire à Noël. L'idée, alors, c'est de collecter un maximum de cadeaux qui vont être distribués, d'ailleurs, lundi prochain, aux enfants qui sont malheureusement hospitalisés dans la période de Noël. Et cette année, on sera au CHBT. On va se rendre à Basse-Terre. Donc, il faut savoir que durant toutes les dates du festival,
à tous les rendez-vous, les gens peuvent nous ramener des cadeaux non emballés, garçons ou filles. Nous, on se chargera de faire le tri et puis d'aller passer sur un vrai moment de gospel avec ces enfants et leur distribuer ces cadeaux. Et puis très rapidement, cette année, on a aussi voulu lancer la trousse de Noël parce qu'on pense à d'autres associations comme Saint-Vincent-de-Paul qui gèrent un public particulier avec des attentes particulières. Donc si vous aussi qui nous regardez, vous avez la possibilité d'acheter une trousse de toilette, homme ou femme, la remplir avec des produits d'hygiène divers et variés, nous on va récupérer ces trousses et on va les confier donc aux organisations qui sont en mesure de gérer ces usagers. Merci Peggy et Nanette d'avoir Merci, été Alice, ce midi sur notre plateau. On va maintenant parler de sport puisque depuis le début de la semaine, l'équipe de France de tir à l'arc est dans notre département. 4 filles et 4 garçons qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques de Rio qui se dérouleront l'année prochaine. Des exercices techniques où la cohésion est d'ailleurs mise en avant. Éric Pommier les a rencontrés ce matin au Gosier. Le choix de la Guadeloupe pour des entraînements assidus pour l'équipe de France de tir à l'arc n'est pas le fruit du hasard. Se rapprocher des conditions susceptibles d'être les mêmes à Rio pour les Jeux Olympiques en 2016 sont les arguments avancés. Une équipe qui veut se donner toutes les chances d'être à la hauteur de l'événement. Rio, c'est pas rien, mais Rio, on n'y est pas encore, puisque y avait une première étape de sélection qui s'appuyait sur les championnats du monde l'année dernière. On est passé un petit peu à côté, mais il nous reste encore 2 épreuves pour pouvoir avoir des représentants français aux Jeux Olympiques. Une qui se déroulera pas du tout dans des conditions comme ici, puisqu'elle se déroulera en Angleterre fin mai, et une autre, alors là pour le coup qui est plus semblable aux conditions qu'on va trouver ici, qui se déroulera en Turquie, au bord de la mer, donc avec de la chaleur, avec un petit peu d'air, un petit peu de vent. Donc dans ce cadre-là, c'est plutôt pertinent de venir ici. 8 membres font partie de cette équipe de France, dont 6 représenteront la France aux Jeux, 3 filles, 3 garçons. Particularité de cette équipe, certains sont de nouvelles recrues catégorie junior, avec tout de même un palmarès reconnu à l'international. D'autres ont déjà l'expérience des Olympiades, comme Bérangère Chu, pour qui Rio sera ses 4e Jeux Olympiques. Pour l'athlète, pas encore de pression, ce stage en Guadeloupe a d'autres vertus. C'est un stage ici de cohésion, donc on n'a pas encore trop la pression par rapport au jeu. On l'aura au fur et à mesure, bien sûr, parce que la première échéance sera fin mai, donc ça va quand même vite arriver. Mais là, c'est vraiment plus, pas forcément détente, mais cohésion d'équipe, travail dans de très bonnes conditions et puis dans un très beau cadre. Et c'est vrai que le fait d'être à côté de la mer, il y a forcément un petit peu de vent. Donc là, c'est les meilleures conditions qu'on puisse avoir pour préparer les Jeux. Jean-Charles Valadon, lui, est le meilleur français, 6e mondial. À Rio, il veut viser dans le 1000 et il sait qu'il faut se battre pour mériter sa place au jeu. Il avoue être passé à côté il y a 4 ans. Pour l'an prochain, il affiche un optimisme sans précédent. Voilà, Rio c'est là, c'est tout proche. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que pour le moment on n'a pas récupéré les quotas. Après 30% des médailles qui sont distribuées sur les Jeux Olympiques, tous sports confondus, sont des médailles obtenues par des sportifs qui ont récupéré des quotas 1, 2 ou 3 mois juste avant l'épreuve. Donc là on n'a pas récupéré les quotas 1 an avant, c'est pas très grave. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, on travaille à fond et qu'on va viser parce qu'avec le niveau qu'on a, je veux dire sur les 4 derniers championnats du monde, par équipe, on est remonté 3 fois sur le podium. Jean-Charles Valadon avoue être sur la bonne voie après une saison exceptionnelle. À la clé, une victoire sur le champion du monde en titre. C'était à Copenhague il y a 3 semaines. Un signe, dit-il, qui prouve que tout est possible, comme ramener une médaille aux Jeux, aussi bien individuelle que par équipe. On va terminer avec une note festive. Depuis lundi, l'Office du tourisme de Petit-Bourg a pris des airs de fête en proposant l'opération Un chemin Noël à Cazes. L'esprit de Noël dans notre région est plus que jamais représenté, comme l'a constaté Patrick Curie. Toute cette semaine, l'Office de tourisme de Petit-Bourg organise Chemin Noël à Cazes, une manifestation qui a pour but de mettre en valeur les traditions de Noël en temps longtemps. Chemin Noël à Cazes, c'est tout simplement un constat que la société d'aujourd'hui, comme elle est en crise un peu partout mondialement, je pense que lorsqu'on ne se sent pas bien, on a envie de se recentrer dans ce qui nous appartient, en l'occurrence pour le cas présent, le patrimoine. Noël chez nous, c'est quand même une vivance bien créole. Et il était important pour nous, en tant qu'office, de souligner cet état de fait. Depuis quelques années, on a remarqué, on va dire, ça fait 10-15 ans, les chantés Noël, on le vend en poupe. Et c'est vrai que Chemin Noël à Cazes, c'est ramener
pas seulement le tourisme, mais surtout nous, Guadeloupéens, visiteurs, à ce que nous sommes vraiment intérieurement. Voilà. Donc comme un cheminement dans la conscience pour revenir à nos valeurs, puisqu'elles s'étiolent. Et on en a besoin justement pour revenir à son essence première. La gastronomie et notamment les produits du terroir seront mis en avant. Au niveau de la gastronomie, puisqu'on sait très bien que Noël chez nous, c'est le cochon qu'on va tuer, c'est le repas familial autour du diri pois d'ibois et viande cochon, c'est toute la fabrication des punches qui se macèrent depuis des mois à l'avance avec bien sûr les oranges Gospo, les mandarines, anisette, anis rose, anis et le fameux sirop rosé que tout le monde attend pour Noël. Tout le mois de décembre, différentes manifestations, chantées et marchés de Noël sont organisées dans toutes les sections de la ville. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Le ciel sera nuageux, mais laissera tout de même la place à de belles éclaircies. La côte sous le vent, par contre, n'échappera pas à quelques gouttes de pluie. Les températures cet après-midi seront comprises entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien, Minute Sport, suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 et Petits Secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.